bien, bonjour à tous. Le titre qui était imprimé pour mon intervention, c'est de l'utilité même de nos services clients de demain. Bien. Alors, ça va vous surprendre, mais je vous proposais de faire un grand, mais vraiment grand détour par la question des utopies. Et j'espère que vous verrez, peut-être arriver à la conclusion, le lien avec le titre qui m'a été suggéré, quoi. Alors à l'Obseco, on vient de réaliser un observatoire des utopies, des perspectives utopiques pour être plus précis, partant du principe, enfin du constat que les habitants des sociétés occidentales sont un petit peu déboussolés actuellement. On a parlé déjà plusieurs fois de quête de sens, et cette quête de sens, elle vient peut-être d'un manque de désir d'avenir, quoi. On est un peu en panne d'utopie. Donc on voulait un peu faire le point et voir si mesurer l'adhésion potentielle des Français, uniquement des Français, à ce qu'on trouve, si on cherche bien, dans le magasin des utopies. Il n'y a pas grand-chose, hein, il est assez mal achalandé. Donc on a essayé de repérer des modèles de société idéale qui nous sont proposés aujourd'hui, qui sont soutenus par des mouvements d'opinion, des auteurs, des militants, etc. Et pour voir finalement si on pouvait réunir un socle autour d'un projet collectif qui nous donnerait envie, qui nous ferait un peu avancer, sortir de la torpeur. Alors voilà, comment on s'y est pris. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ah oui, si, y a pas ça va mieux marcher. Alors voilà, on a testé 3 systèmes utopiques. Pour chacun en fait, ils sont pas, là ils sont nommés, pour les répondants ils n'étaient pas nommés, hein. Pour chacun, donc on disait voilà, on va vous présenter une société idéale. Et cette société était décrite à partir de 15 propositions, une quinzaine de propositions qui décrivaient les différents aspects, système politique, organisation de la vie économique, mode de vie, mode de consommation, etc. etc. Les répondants étaient invités à évaluer chacun de ces points un à un, avec une note, selon que cette proposition était plus ou moins en phase avec sa perception, lui, d'une société idéale. Puis au terme de l'énoncé des 15 propositions, on lui posait une question finale, une sorte de NPS, mais un peu plus sophistiquée, donner une note globale à cette utopie telle qu'elle vient d'être décrite, selon qu'elle correspond plus ou moins à votre société idéale. Voilà. Et donc on a passé en revue 3 systèmes utopiques. Le premier, donc, vous l'avez ici, que je résume très brièvement. J'insiste sur le fait que pour chaque système utopique, on avait des aspects très positifs et des aspects très négatifs, des contreparties négatives. Donc une utopie décroissante écologique. Bon, c'est dans le titre, c'est peut-être pas la peine que j'insiste. Peut-être sur l'aspect positif, le lien à la nature, le ralentissement, une société plus conviviale, des circuits courts, plus recentrés sur la proximité. Le négatif, on mange plus de viande ou presque plus, on se déplace beaucoup moins et le niveau de consommation baisse sensiblement. Voilà. Une société sécuritaire, une utopie sécuritaire, identitaire sécuritaire, une sorte de repli sur soi. On retrouve la maîtrise de son destin par la fermeture à l'égard des influences extérieures, que ce soit protection de l'économie par rapport à la concurrence internationale, donc une forme de démondialisation. Une fermeture par rapport aux influences culturelles extérieures, donc il y avait une dimension franchement xénophobe dans cette affaire. Hein. Un recentrage là aussi sur le local avec une forte couche de sécurité, hein, plus de police, plus de sévérité à l'égard des délinquants, etc. Et puis une troisième, l'utopie technolibérale. Alors là, c'est l'utopie californienne, si vous voulez, hein, tout sur la technologie, forte croissance économique parce qu'on est à fond sur l'innovation, une innovation qui se rapporte également à l'humain, hein, donc on allonge sensiblement la durée de la vie, voire même on commence à entrevoir une perspective d'immortalité. Hein, voilà. Forte croissance, donc pouvoir d'achat en croissance, mais inégalité qui se creuse. Voilà. Donc voilà, tiens, je vais faire un petit sondage. Selon vous, je vais vous poser 2 questions. La première question, c'est que, bon, évidemment, je vous l'ai décrit de manière très succincte. Hein. Si vous deviez en choisir une, quelle est celle qui se rapproche le plus de votre société idéale? Alors, je vais faire voter. Utopie écologique. D'accord, là, on a l'impression que c'est très majoritaire. Utopie sécuritaire, c'est dur à reconnaître qu'on adhère à l'utopie sécuritaire. Il n'y en a pas un. Et utopie technolibérale? Ouais. On est quand même dans la bien-pensance. Hein. Ok. Maintenant, je vous pose la question, que pensez-vous que les Français ont répondu d'après vous? Alors, donc, si on devait les hiérarchiser, pensez-vous que c'est l'utopie écologique qui l'a emporté? Qui pense que c'est l'utopie écologique qui l'a emporté? D'accord. Qui pense que c'est l'utopie sécuritaire identitaire?
D'accord. Qui pense que c'est l'utopie technolibérale? D'accord. Donc en gros, vous pensez bien et les autres, ils pensent pas bien, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, ben vous allez être un petit peu surpris, et peut-être agréablement surpris, puisque voilà, c'est l'utopie, je vois rien évidemment, c'est là, je vais me balader, c'est l'utopie écologique qui l'emporte. Alors quelle que soit la manière dont on prend le problème, par exemple, vous voyez, si je prends la note moyenne à la fin, là, quand on demandait aux personnes, ben, finalement, mettez une note de -5 à +5 à cette utopie en fonction de sa coïncidence avec votre société idéale, vous voyez, on a une moyenne de 2,3 sur une échelle de -5 à +5, donc largement devant les deux autres. Le numéro 2, c'est l'utopie sécuritaire, et la numéro 3, c'est l'utopie technolibérale. Vous avez en face le score avec la moyenne des notes aux 15 propositions. Le palmarès est le même. Par contre, vous voyez que l'utopie technolibérale a une petite moyenne négative. Autre manière de voir les choses, évidemment, comme les gens ont mis 3 notes globales, on peut identifier quelle est l'utopie pour laquelle ils ont mis la note la plus élevée. Si on part sur ce critère de la note la plus élevée, vous voyez que 55% de nos répondants ont mis leur note la plus élevée à l'utopie écologique. Voilà. 15% ou 16% à l'utopie technolibérale et 30% à l'utopie réactionnaire identitaire. Qui se porte bien, vous voyez qu'il y a une adhésion d'une part importante de la population, hein, effectivement, et qu'elle n'est pas, quand on regarde dans le détail, elle n'est pas incompatible avec l'utopie écologique. Hein. Il y a un socle commun, notamment sur la notion de proximité, hein, d'ancrage territorial. Alors évidemment, il se sépare nettement dans le rapport à l'altérité, notamment à l'étranger. Voilà, alors en toile de fond de ça, alors c'est peut-être une bonne nouvelle, hein, vous voyez que l'opinion a beaucoup évolué par rapport aux questions environnementales et se montre prête, hein, à basculer dans une autre société, du moins mais mieux, en quelque sorte. Hein. Alors ce qui est moins rassurant, si vous voulez, c'est que derrière tout ça, l'enquête révèle des choses qu'on connaissait déjà d'ailleurs, hein, qu'on a une toile de fond empreinte de pessimisme et de défiance. Alors le pessimisme, encore une fois, on n'est pas les premiers à l'avoir mesuré, hein, ça se manifeste notamment par le fait qu'on a une large majorité de la population qui anticipe que les enfants d'aujourd'hui auront une vie moins bonne que la leur. C'est-à-dire quand même une rupture par rapport à l'idéologie de la modernité qui repose sur le progrès. Hein, demain sera mieux qu'aujourd'hui. Là, on a une inversion totale de l'anticipation par rapport à l'avenir. Quant à la défiance, alors elle est à son comble. Alors, je vous en donne une petite illustration ici, issue d'une autre enquête de l'Obsoco. On a demandé donc à un échantillon représentatif de Français de dire s'ils avaient confiance ou pas confiance dans un certain nombre d'acteurs que vous voyez ici, qui œuvrent sur les marchés de consommation. Dans l'enquête sur les utopies, on a élargi à des institutions, mais je trouve que là c'est plus intéressant parce qu'on se rapproche du domaine de la consommation. Alors ils ont été classés, ces acteurs, selon leur capital de confiance, en quelque sorte. Plus on est haut, plus on rassemble des gens qui disent avoir confiance, plus on est en bas dans le classement, plus on rassemble des gens qui sont dans la défiance. Voilà. Alors, bah, prenons-le selon qu'on est optimiste ou pessimiste, et on va partir par le bas. On n'a pas confiance dans les informations diffusées sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas vraiment un acteur, mais c'est intéressant au passage de le mesurer. Les établissements bancaires, est-ce qu'il y a des banquiers dans la salle? Il y a encore du boulot, même si vous travaillez à la relation client, il y a du boulot. Les grandes entreprises, les enseignes de la grande distribution, vous voyez, c'est une large majorité de Français qui disent ne pas avoir confiance. Hein. Les sites de e-commerce, les marques. Voilà, je m'arrête là. Ce qui les réunit, ça vous apparaîtra plus clairement quand on va regarder où se place la confiance, ou en qui on cède sa confiance. Il faut que j'aille un peu de l'autre côté parce qu'ils vont être jaloux. Associations de consommateurs, artisans, petits commerçants, paysans, petites entreprises, agriculteurs. Et vous remarquerez au passage que le paysan, c'est mieux que l'agriculteur. Voilà. Donc vous voyez le balancement. On a confiance dans le petit, dans l'horizontal, celui qui me ressemble, celui qui est incarné par un humain, en fait. Hein, et on se défie des gros, des verticaux, ceux qui ne sont pas humains, en fait. Ce sont des institutions. Et c'est massif. Alors, ce qui est un tout petit peu inquiétant, c'est qu'on repose à peu près systématiquement ce genre de questions dans nos enquêtes. Notamment, on la pose dans une enquête récurrente qu'on fait sur le rapport à l'alimentaire. On vient de publier une dernière version de cette enquête sur le rapport à la qualité et aux éthiques dans l'alimentaire. Ce qui est inquiétant, c'est que même les petits, là, voient leur cote de confiance reculer. Alors, elle reste très positive, hein, mais même les petits voient leur cote de confiance reculer, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une société de défiance généralisée. Alors, notre enquête sur les utopies nous montre que ça a des conséquences. Alors, ça a des conséquences pour les marques, hein, je pense que vous êtes bien placés pour le voir, qu'il y a quand même une posture, a priori, de réserve. On sent bien que quoi que vous puissiez dire sur le client roi, etc.,
on n'est pas dupe de la divergence des intérêts quand même, hein. Quoi qu'en ait dit mon collègue Gomez, on est dans une entreprise, dans un système capitaliste, financiarisé ou non, la finalité de l'entreprise, c'est de maximiser son profit. Non, non, mais ça, je suis en désaccord totalement. Il ne faut pas confondre les buts terminaux et les buts instrumentaux. Être utile à la société, c'est le moyen nécessaire pour atteindre la finalité ultime dans une société capitaliste qui est de réaliser du profit. Il ne faut pas se tromper. Et ça, les gens en sont parfaitement conscients. Ça crée une divergence d'intérêts fondamentale, la divergence, hein, et qui est le terreau de cette défiance. Alors, ça induit quelque chose qui est, au choix, qu'on peut trouver parfaitement stimulant, encourageant ou extrêmement inquiétant, c'est que les Français, dans leur grande majorité, ont envie de faire table rase du système actuel. Mais globalement. Alors, je l'illustre ici par le système politique. On a posé la question, selon vous, lequel de ce système politique est le plus proche de votre système politique idéal? Donc, c'est une question fermée, hein, c'est nous qui avons proposé les items. J'attire votre attention sur celui-ci, un système où les décisions sont prises par des professionnels de la politique élus, ce qui ressemble un tout petit peu au système actuel, quoi. Et vous voyez que c'est celui qui arrive en dernier avec, donc, si je cumule les premiers choix et deuxième choix, 17%. 17% seulement. Donc qu'est-ce qu'on a en haut avec 52%, une majorité de Français, hein, si on additionne les premiers et deuxième choix, un système où les décisions sont prises à l'issue de référendums recueillant la volonté de la population. Ça me rappelle une revendication portée par un certain mouvement. Voilà. Après, juste après, on a un système où les décisions sont prises par des experts neutres. Ah, vous voyez. Enfin bref, on se défie des politiques et on a envie de faire table rase. Pas très encourageant pour les prochaines élections. Sur la gouvernance économique, pareil, on a posé la question suivante, quelle est la forme d'organisation de la vie économique qui se rapproche le plus de votre idéal? Alors là, c'est un peu moins catastrophique. La vie économique est organisée comme aujourd'hui, autour du salariat, avec une prépondérance des grandes entreprises capitalistes et un tissu de petites et moyennes entreprises. Voilà, c'est en gros un résumé de la situation actuelle. 15%. 15%. Et finalement, si je prends les deux premiers choix, on a la majorité de la population. Et c'est quoi? La vie économique est organisée autour d'entreprises dont les stratégies sont définies conjointement par les actionnaires, les salariés, les pouvoirs publics, les représentants des consommateurs, etc. Vous avez compris, il s'agit d'ouvrir sur l'ensemble des parties prenantes. Et juste après, 20%, la vie économique est organisée autour de coopératives et d'entreprises autogérées par leurs salariés. Vous avez compris? Prise de distance par rapport à des entreprises capitalistes ordinaires, où on sent bien qu'elles roulent pour les actionnaires. Donc volonté d'ouvrir la gouvernance et donc le fonctionnement des entreprises à d'autres finalités que la simple recherche du profit. Voilà, et on a des Français révolutionnaires en réalité, hein. Ils veulent vraiment mettre à plat le système actuel et mettre autre chose à sa place. Alors, tout ça évidemment, ça se répercute sur le rapport à la consommation. On a également un fort niveau d'insatisfaction par rapport à la manière dont la consommation est organisée aujourd'hui. Voilà, ça c'est une question qu'on pose régulièrement également. On propose 4 types de rapports à la consommation et chaque répondant doit choisir dans quelle case il doit se situer. Alors je vais directement au but, je vais aller de ce côté-là. J'aime la manière dont je consomme et je ne souhaite pas changer mes habitudes. Donc, des gens qui sont à l'aise dans le modèle actuel, quoi. 23%. Donc on a à peine un quart de la population qui se dit bien à l'aise dans ce modèle qui ne va rien changer, quoi. Où sont les autres? On en a 21% qui dit vouloir consommer plus. D'ailleurs, on aurait pu s'attendre à en avoir beaucoup plus, hein, que 21% par rapport à l'importance du pouvoir d'achat dans les revendications des Français. Ensuite, on a « je voudrais consommer moins mais mieux ». 36%. 36% à comparer aux 21% de « je voudrais pouvoir consommer plus ». Et puis, il nous reste 20%, « je voudrais consommer autant mais mieux ». Donc 36 plus 20, ça fait 56% des Français qui voudraient consommer mieux, quoi. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à 2015, donc il y a seulement 4 ans, c'était fait en 2019, c'est 36%, c'était 26%. On s'est pris 10 points en l'espace de 4 ans, ce qui est quand même une évolution extrêmement significative. Donc il y a quelque chose qui bouge là, il y a quelque chose qui bouge, et d'ailleurs, exemple, les gilets jaunes, qui résument assez bien tout ce que je viens de vous dire. Et par rapport à la consommation, on a fait une très belle étude sur les gilets jaunes. Je précise au passage que cette étude sur les utopies dont je viens de vous parler, qui est très très riche, hein, et celle sur les gilets jaunes dont je vais vous parler maintenant, sont en accès libre sur le site de l'Obsoco, si vous voulez creuser ces questions-là. Et il y a plein de choses pour faire réfléchir. Donc sur les gilets jaunes, c'est un mouvement très complexe, hein, qu'on ne peut pas résumer en 2 phrases, mais malgré tout ce qui nous est apparu, ça se voit à travers la nature des revendications, la hiérarchie des revendications, et ça se voit surtout quand
quand on interroge les gilets jaunes, notamment les plus actifs, sur le rapport à la vie, le rapport à la consommation, etc., c'est quand même plutôt un mouvement consumériste. Je risque d'en choquer quelques-uns. C'est des gens qui râlent de ne pas pouvoir consommer comme ils pensent pouvoir avoir le droit de le faire, quoi. Voilà, en gros. Voilà. Donc ils ont un vouloir d'achat qui dépasse leur pouvoir d'achat pour aller vite, et ça ils ne le supportent pas, surtout qu'ils associent ça à un sentiment d'injustice, etc. Voilà. Donc on a d'un côté les gilets jaunes, de l'autre côté on a, vous les connaissez moins ceux-là, il faut avoir été parisien pour les avoir connus. Extinction Rébellion. Alors si vous ne connaissez pas, je vous engage à aller voir sur internet ce que ça veut dire. Eux par contre ils sont dans la désobéissance civile pour accélérer la marche contre le dérèglement climatique, quoi. Voilà, mais désobéissance civile quand même. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les deux ont la consommation dans le collimateur. Les deux. D'ailleurs, les deux s'en sont pris au centre commercial Italie 2. Les deux l'ont occupé. Mais évidemment, pas tout à fait dans les mêmes raisons, mais les deux expriment une forme de colère à l'égard de la consommation. Donc je pense qu'il faut l'entendre, et je pense que ça signifie quelque part que la consommation est devenue un champ majeur de la conflictualité dans les sociétés occidentales. J'irais même, pour aller un peu au bout de mon raisonnement, mais je vais forcer le bâton, hein, ça a pris la place de la lutte des classes. Ça a pris la place de la lutte des classes. Et c'est normal, nous sommes dans une société d'hyperconsommation, c'est normal que la consommation soit au cœur. Et donc, ça crée des tensions, voire des risques de rupture à deux niveaux. Un niveau interne à la population, c'est les deux images que je viens de vous donner. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir un fossé qui va se creuser entre les critiques de l'hyperconsommation, qui sont sûrs d'avoir raison parce qu'ils mettent en avant la fin du monde, si vous voulez. Quand vous associez hyperconsommation et fin du monde, vous êtes sûr d'avoir raison. Donc vous êtes prêt à désobéir, à être très, très, très autoritaire dans votre manière d'être. Donc d'un côté, les critiques de l'hyperconsommation, et de l'autre côté, les adeptes de l'hyperconsommation qui râlent parce qu'ils ont le sentiment qu'on ne leur voit pas assez les portes de l'hyperconsommation. Ça va devenir de plus en plus dur parce que les premiers vont considérer que les seconds sont des salopards, qui ont déjà le sentiment d'être victimes du système. Donc vous voyez, ça va créer des tensions internes au sein de la population qu'il va falloir gérer. Puis deuxième tension et risque de rupture, ça vous concerne plus, entre la population et les entreprises que vous êtes. Parce que, notamment les entreprises qui œuvrent sur les marchés de consommation, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est maintenant convaincu, et vous l'avez vu avec la défiance, qu'il y a divergence des intérêts. Quoi qu'on en dise, quoi que vous fassiez. Divergence des intérêts, parce que vous mentez. Enfin, je dis vous, hein, mais pas seulement vous, même les autres, hein, et puis pas vous personnellement, évidemment. Vous n'hésitez pas à mentir, rappelez-vous les constructeurs automobiles. Vous n'hésitez pas à nous mettre en danger, à nous faire bouffer des trucs dégueulasses, à mettre des produits dangereux dans les cosmétiques, etc., sous prétexte que ça coûte moins cher ou que ça fait vendre plus. Vous vendez trop cher des produits de mauvaise qualité, vous gaspillez, etc., etc. Enfin, vous êtes accusé de tous les maux. Cache Investigation reflète bien d'ailleurs cette posture. Hein, cette posture. Donc, il y a un vrai risque que vos services clients là, ne deviennent que des chambres d'enregistrement de ce mécontentement, voire de la colère, quoi. Vous allez être au premier rang. Si ça doit continuer à monter, c'est vous qui allez le subir en premier. Et donc je crois qu'il est vital, et pas seulement pour vous, services clients, mais globalement pour les entreprises, eh bien de répondre aux nouvelles aspirations des consommateurs citoyens. Il faut arrêter de les appeler consommateurs, hein, on n'est pas que des consommateurs, mais pas non plus que des citoyens, l'aspiration des gens, quoi. Et donc notamment cette aspiration à consommer mieux qu'on a vu tout à l'heure. Alors évidemment, en dépit de l'hétérogénéité très importante des consommateurs, on l'a vu, cette opposition entre ces deux grands mouvements, hein, on peut essayer de classer un peu les aspirations à consommer mieux autour de trois thématiques. Et ces trois thématiques, de mon point de vue, devraient être des chantiers prioritaires pour les entreprises qui travaillent sur les marchés de consommation, voire les bases d'une réflexion sur un changement de modèle économique. C'est radical ce qu'il faut entreprendre. Donc je vous livre ces trois dimensions qui résultent des travaux qu'on mène à l'Obsoco depuis des années. Hein. Le premier, pas photo, l'innocuité. La consommation, elle doit être inoffensive, elle doit faire courir aucun risque aux consommateurs et à ses proches. Pas la peine que je m'étende sur le sujet. Deuxièmement, c'est plus compliqué ça. C'est une consommation qui doit optimiser le pouvoir des consommateurs, le pouvoir de consommation. Le pouvoir d'achat, il est borné, il progresse que très très lentement. Donc il faut optimiser l'usage qu'on en fait, ce qu'on va appeler le pouvoir de consommation. Et optimiser le pouvoir de consommation, ça veut dire être capable pour vous, entreprise, de fournir aux consommateurs ce qui l'intéresse, c'est-à-dire les effets utiles qu'ils recherchent au meilleur prix, les effets utiles pertinents au meilleur prix. Car ce que recherche un consommateur, ce n'est pas un produit, ce n'est pas un service,
c'est les effets utiles que la consommation du produit ou du service lui apporte. Il ne faut jamais perdre ça de vue, hein. Le produit n'est que le moyen d'accéder aux effets utiles. Donc, optimiser le pouvoir de consommation des consommateurs, c'est lui fournir les effets utiles qu'il recherche, donc pertinents, aux meilleures conditions de coût et de prix pour lui. C'est une capacité donc à les personnaliser, ces effets utiles. Comme on est très différents les uns des autres, bah, une offre standard, ça ne peut pas le faire. Il faut prendre en compte les effets utiles sur la durée de vie de la consommation. Alors si c'est un service, c'est immédiat. Si c'est un produit, ça dure. Notamment même à l'issue de la vie du produit, qu'est-ce qu'on fait du déchet. Donc gérer ça dans la durée avec le consommateur. Et puis prendre en compte les effets utiles d'ordre éthique. Parce que de plus en plus, effectivement, on a pris conscience que consommer, c'est aussi un geste éthique. Et notamment la dimension environnementale, donc les effets inutiles de la consommation, les externalités négatives, doivent être prises en considération dans cet effort d'optimisation. Et donc, en plus de cette fonction utilitaire de la consommation, ben, au-delà du plaisir immédiat qui est associé à la consommation, et qui est le registre sur lequel les entreprises jouent le plus, achetez ça, ça va vous faire plaisir, faites-vous plaisir, achetez, quoi, en quelque sorte. Au-delà du plaisir immédiat, ben, contribuer au bien-être de la personne. Vous avez vu à quel point le développement personnel, le bonheur est une valeur cardinale dans la société contemporaine. Eh bien, la consommation, elle doit viser ça. Non pas seulement le petit plaisir, mais l'épanouissement de la personne, sa réalisation dans des projets, la capacité à réussir sa vie, en quelque sorte, quoi. C'est ce que les philosophes appellent le bonheur eudémonique. Donc, déplacer la consommation du simple bonheur hédonique, le petit plaisir dans l'instant, mais qui ne dure pas, pour viser le bonheur eudémonique. Donc, vous voyez, pour moi, c'est pas très, ça me prend un slide de vous dire ça, mais mettre en application ce que je viens de dire ici, c'est tout simplement monstrueux, c'est un changement de modèle économique. Et donc, c'est les contours de ce qu'on pourrait appeler une bonne consommation. Une bonne consommation, et là je reprends les qualificatifs de Pierre Manant, qui est un philosophe qui définit la vie bonne comme étant devant être agréable, utile et juste. Voilà, je crois que ce que je viens de vous dire, de manière un peu compliquée, on peut le résumer à travers ces trois mots-là. La consommation de demain, la bonne consommation, elle va être agréable, utile, au sens plein du terme, hein, et juste. Voilà, à méditer tranquillement pendant ce week-end. Alors, je vais essayer, pour terminer, de vous expliquer que tout ça a une conséquence majeure, c'est que ces dernières années, les entreprises se sont beaucoup intéressées à l'expérience, mais en réalité, je l'ai beaucoup entendu le terme d'expérience, hein, alors sans doute parce que je travaille surtout sur la distribution. Ouais. Quand on parle d'expérience, on parle surtout d'expérience d'achat. Et pourquoi on s'est intéressé à l'expérience d'achat? Parce qu'on s'est rendu compte que si on savait la manipuler correctement, enfin on maîtrisait les paramètres, eh ben on faisait la vente. Donc jouer sur l'expérience d'achat, c'est une autre manière de stimuler le consommateur pour le faire acheter, y compris quand on n'en a pas forcément besoin, quoi. Donc je pense que c'est très bien. Du coup, on s'est mis à s'intéresser au consommateur pour optimiser l'expérience d'achat. Ben, il faut s'intéresser à lui. Donc c'est pour une première étape qui est tout à fait intéressante. Mais je pense que ce qui est intéressant, si on veut basculer sur un modèle de consommation pérenne, pour aller vers la bonne consommation, il faut s'intéresser à l'expérience de consommation. L'expérience de consommation, ce n'est pas l'expérience d'achat. C'est ce qui se passe justement après l'achat. Et en général, c'est là qu'on lâche, quoi, le consommateur. Souvent, hein, ça dépend des entreprises, hein, mais très souvent, puisque la vente est faite, eh ben, on le lâche. Alors l'achat, c'est que le début d'un processus pour le consommateur. Le moment important, c'est quand il se met à consommer ce qu'il a acheté. Et là, très souvent, il se retrouve seul dans cette épreuve, sans pouvoir bénéficier de l'appui de celui qui lui a vendu le bien. Et donc, je voudrais en profiter pour, vous êtes devant moi, pour vous rappeler une évidence qui devrait vous obséder, vous et vos organisations, c'est que la valeur n'est pas dans le produit. La valeur n'est pas dans le produit. La valeur est toujours le résultat d'une coproduction entre un potentiel qui est contenu dans l'offre de l'entreprise et ce qu'en fait le consommateur. Donc la valeur, c'est une coproduction. C'est une coproduction. Et si vous voulez optimiser la valeur pour le client, vous ne pouvez pas vous désintéresser de la manière dont s'opère cette coproduction. On ne peut pas se contenter de faire la vente et de se dire, je vais fournir un produit de super qualité, donc il a la valeur qui convient à l'argent qu'il a dépensé, et puis s'en désintéresser. Non, parce que vous n'avez fait qu'une partie du boulot. La valeur pour le client, elle se déroulera, elle se réalisera, elle s'actualisera ensuite dans l'acte de consommation, dans l'interaction qu'il aura avec ce que vous lui avez mis à disposition. Donc j'ai fait un petit schéma pour essayer de vous faire comprendre ça, si toutefois ce que je viens de vous dire n'était pas suffisamment clair.
Alors, je ne suis pas sûr que le schéma va beaucoup éclairer le propos. Hein. Alors, voilà. Il y a l'avant. Il y a l'avant, et on a deux protagonistes. On a un prestataire et un bénéficiaire. Le prestataire, c'est le vendeur. Bon, on va généraliser. Hein. Je prends volontairement le terme de prestataire et de bénéficiaire que j'emprunte à l'économie des services. Parce que je vais vous faire comprendre qu'évidemment, tout vendeur, qu'il vende un bien ou un service, doit s'engager dans une relation de service, en réalité. On rend service au client. Même quand on vend des produits manufacturés, on est dans une relation de service parce qu'on va rendre un service. Donc prenons les termes qui conviennent, prestataire et bénéficiaire. Donc l'antécédent de la coproduction de valeur, du côté du prestataire, c'est évidemment le produit qu'il va mettre à disposition. Ou les produits d'ailleurs, que ce soit un bien tangible ou un service. Pour avoir élaboré ce produit, il a fallu qu'il ait des représentations de ce que le consommateur, le client qu'il vise, a comme besoin. Hein, donc, mais ça part de représentation. Et puis pour produire ce produit, eh bien, il va mobiliser des ressources, des compétences, des matières premières, des facteurs de production, etc., etc. Ce produit, il contient un potentiel d'effets utiles. Par exemple, si je prends ce produit-là, c'est quoi le potentiel des effets utiles? C'est que, a priori, c'est quelque chose qui devrait me permettre de passer des slides. Si je sais l'utiliser. Si je sais l'utiliser. Voilà. Et puis éventuellement, je peux accompagner ce produit de services collatéraux, en quelque sorte. Hein, je ne sais pas, du conseil, de services après-vente, facilité de financement, peu importe. Voilà. Ça, c'est le prestataire. De côté, vous avez un bénéficiaire, c'est le client. Lui, il a un problème. Il a un problème. C'est ça qui va susciter une demande. J'ai un problème, moi, c'est de passer des slides. Je fais des conférences, j'ai besoin de passer des slides. D'accord? Donc je recherche un certain type d'effets utiles. Alors ça peut être un effet utile fonctionnel, hein, comme passer des slides, mais ça peut être comme avec ma montre, non seulement d'avoir l'heure, mais de vous épater parce que soit elle est très jolie, soit elle vous convainc que j'ai réussi ma vie. D'accord? Donc je ne m'enferme pas dans une vision utilitariste de la consommation. Il peut y avoir des effets utiles d'ordre symbolique et statutaire. Hein. Donc voilà, j'ai un problème, je cherche des effets utiles, et j'arrive avec un certain nombre de compétences. Hein, j'ai du temps, j'ai des ressources complémentaires. Par exemple, j'ai aussi un ordinateur et j'ai PowerPoint. Hein, j'ai des éléments complémentaires. J'ai des réseaux sociaux, j'ai des amis, j'ai des contacts. Voilà. Alors, chacun vient avec ses antécédents et on va ensemble créer la valeur. Comment ça se passe? Eh bien, on va interagir. On va interagir au travers d'interfaces ou d'une interface relationnelle. Vous suivez toujours? Bon, il y a quoi là-dedans? Un peu en vrac, hein. Des infrastructures techniques, un magasin, un site internet, des forums sur internet, un service client, en fait partie. Hein. Ça peut être aussi la mise en place de dispositifs de montée en compétence du consommateur. Est-ce qu'il saura exploiter les effets utiles potentiels dans le produit? Pour ça, il lui faut des compétences. Est-ce qu'il les a vraiment? S'il ne les a pas, la création de valeur va échouer. Par exemple, prenez Excel. Quel est le potentiel d'exploitation, enfin non, je vais faire l'inverse, quelle est l'exploitation du potentiel d'Excel que la plupart d'entre vous faites? 5%? 5%, alors qu'il y a certainement des fonctionnalités qui vous seraient très utiles. D'accord? Mais peut-être que vous ignorez ces fonctionnalités, et même si vous les soupçonnez, souvent vous n'avez pas les compétences pour les exploiter. Donc vous voyez que la valeur contenue dans Excel n'est pas révélée, n'est pas actualisée par défaut de compétences de l'utilisateur. Donc si vraiment vous êtes soucieux de la satisfaction du client et de créer de la valeur avec lui, assurez-vous qu'il a les compétences, et s'il ne les a pas, il faut le former. Vous remarquerez qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur les marchés de consommation qui ont une offre de formation de leurs clients pour s'assurer effectivement que tout ça, ça se passe bien. Éventuellement, il peut y avoir des didacticiels, des modes d'emploi, l'ergonomie du produit. Tout ça doit être pensé par rapport à cette logique d'optimiser l'interaction qui va s'opérer entre un potentiel et un acteur qui veut le révéler. Quoi. Voilà. Il faut aussi que je mette des règles. Hein. Il faut qu'il y ait une gouvernance de cette interaction. Donc je dois être soucieux d'établir des règles, des incitations, un contrôle. Par exemple, si le bénéficiaire ne fait pas son boulot, ne fait pas correctement, bâcle sa partition, et qu'au final il dit je ne suis pas content, ça ne marche pas. Ah oui, mais s'il n'a pas fait son boulot, c'est de sa faute. Donc j'ai besoin de mettre en place des dispositifs pour veiller à ce que chacun joue correctement sa partition. C'est un peu compliqué, c'est comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, les iPhones à une époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, ils avaient un petit capteur pour savoir s'ils avaient pris l'eau. Donc si vous alliez voir la prévente en disant il ne marche plus, regardez tout de suite, ils disaient normal, il a pris l'eau, or vous devez l'utiliser de manière à ce qu'il ne prenne pas l'eau. Donc voilà, il ne produit plus ses effets utiles, mais ce n'est pas la faute du produit, c'est la faute du client. Vous voyez, donc il y a besoin d'organiser cette relation en fixant des règles, des incitations, des systèmes de contrôle. Voilà. Dans les assurances, on connaît bien ça d'ailleurs. Hein.
Et ensuite, tout ça, quand ça marche bien, enfin, à l'issue de cette interaction entre un potentiel et une actualisation du potentiel, eh bien, ça fait sortir des outcomes. Ça produit des outcomes, un résultat, si vous voulez, ou des résultats. Alors, pour le prestataire, ben, des revenus d'abord, il a gagné de l'argent, hein, il a fait rentrer du chiffre d'affaires et de la marge, mais également, de manière plus induite, de l'information, hein, des retours d'expérience qui vont nourrir un apprentissage, qui va aussi alimenter un capital relationnel avec son client, et c'est passé quelque chose, quoi. Et tout ça, ça va laisser des traces, en quelque sorte, au-delà du revenu. Et du côté du bénéficiaire, bah, théoriquement, il va bénéficier d'effets utiles, c'est ça qu'il recherchait, hein, alors plus ou moins, selon la réussite de cette interaction. Il va évaluer la manière dont tout ça s'est passé, c'est comme ça qu'il va répondre à vos enquêtes, il va dire s'il est satisfait ou non, mais il va également accumuler de l'information, il va avoir appris, il va par exemple avoir développé ses compétences grâce à l'usage. Et tout ça, ça va remonter. Ça va remonter, les outcomes redeviennent des antécédents, à condition d'avoir mis en place des dispositifs, de votre côté, de remontée d'informations, de mémorisation et d'analyse. Donc vous êtes un peu ça. Je veux dire, quand un client réclame, c'est que ça s'est mal passé quelque part, ce que je viens de vous décrire. Mais là, vous prenez quelque part que le négatif. Et puis il n'y a pas que vous, hein, qui avez cette tâche de faire remonter. Vous avez à peu près compris ce que j'ai voulu. Alors c'est un peu laborieux, hein. Mais je crois que c'est important de changer nos lunettes sur les choses. C'est pas parce que vous avez vendu un produit que les choses sont réglées, quoi. Le moment critique pour le consommateur, il est là. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se passe pas très bien ici parce que ça n'a pas été pensé comme ça. Et c'est ça qui provoque, entre autres, le système de rejet que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc pour conclure, parce que je crois que je suis arrivé au terme, je pense que si je reviens à la question qui m'était posée au départ, je crois qu'il faut réinventer le service client dans le cadre d'une révision d'ensemble des business models dans une perspective servicielle. Ça, c'est du serviciel que je suis en train de vous montrer ici. Donc, ce n'est pas un truc qu'on met à côté, si vous voulez, pour mettre de l'huile dans les rouages. C'est quelque chose qui doit être composante intégrante d'un business model serviciel, quoi. J'ai entendu des choses qui semblent témoigner de cette maturation, hein, dans votre microcosme professionnel. Alors, le service client, de mon point de vue, ne doit pas avoir le monopole de ses retours clients. Parce que s'il a le monopole, c'est très pauvre, finalement, ce qu'il ramasse, hein. Il faut mobiliser un tas d'autres dispositifs, notamment des technologies, profiter des nouvelles technologies pour multiplier les feedbacks. Cette boucle de rétroaction que j'ai évoquée là-haut, eh bien, elle doit se nourrir d'un tas de dispositifs pour savoir comment s'est opérée cette coproduction. Piloter la coproduction à distance et l'évaluer. Je pense aux objets connectés, par exemple, ont un potentiel considérable en la matière. Parce que finalement, optimiser ce genre de relation, ça nous fait revenir à la relation client-vendeur de l'artisanat pré-industriel. L'artisan avec son client, c'est du sur-mesure, on interagit, on fait vraiment quelque chose qui correspond aux besoins du client. Mais ça coûtait très cher. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à organiser cette coproduction de la valeur, riche en interaction, en maîtrisant les coûts. C'est-à-dire on ne peut pas mettre un conseiller, un consultant face à chaque client. Donc, je sais que ça avait choqué quand j'avais prononcé ce terme, il faut quelque part industrialiser cette relation de service, et ça ne passera que par la mobilisation des nouvelles technologies dans cette direction. Avec de l'humain quand c'est nécessaire, hein, mais sans le support des nouvelles technologies, on restera sur des marchés élitistes, quoi. Si on veut passer sur des marchés de masse, il faut que cette relation de service soit industrialisée quelque part. Donc vous ne pouvez pas avoir le monopole, le service client ne peut pas avoir le monopole, c'est trop important, du monitoring de cette coproduction. Ça doit être quelque chose de beaucoup plus général et qui imprègne tous les ports de l'entreprise. Et de manière plus positive, le service client doit faire bien plus qu'enregistrer les réclamations, ou même mesurer la satisfaction ou la disposition à recommander, hein, ce qui est quand même souvent son cas. Il doit participer au processus de co-création de la valeur. C'est-à-dire, quelque part, il doit être là, le service client. Je l'ai mis là, d'ailleurs. Il doit être très actif dans l'acte de consommation pour accompagner le client dans cette montée en compétence, dans la résolution des problèmes, etc. Donc, un élargissement de ses fonctions par rapport à ses fonctions actuelles dans le cadre de la mise en place de business models radicalement différents. Donc, j'ai entendu, par exemple, avec toute délectation, que Decathlon se lançait dans l'économie de la fonctionnalité. Où est le monsieur Decathlon? Bravo, bravo. Alors, le slide est passé un peu vite. Il ne faudrait pas que ça soit que de la location, quoi. Si c'est juste louer la bicyclette, on n'a pas réglé le problème, si vous voulez. Ça doit être beaucoup plus que ça. C'est s'assurer que grâce aux moyens que vous mettez à disposition du consommateur, eh bien, vous réglez pour lui le problème de la mobilité en zone urbaine, par exemple. Et là, le service client pourra intervenir à 1000 endroits et pas juste pour recueillir les réclamations quand ça ne marche pas, quoi. Donc vous voyez, vous avez à la fois des perspectives d'amenuisement de votre fonction, parce que vous ne serez pas les seuls à gérer tout ça. Le service client va être partout dans l'entreprise.
Mais en contrepartie, votre mission va s'élargir, va s'étoffer. Et ça, c'est une perspective formidable. À condition, évidemment, que les organisations auxquelles vous appartenez comprennent qu'aujourd'hui, on est à l'heure de changement de modèle économique, que ce n'est pas mettre un petit emplâtre sur une jambe de bois qui suffira. Il faut réviser la gouvernance, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, hein, et associé à ça, changer le business model dans une perspective servicielle. Merci de votre attention. Merci beaucoup Philippe pour cet exposé. Avant peut-être qu'on prenne quelques questions, sachez qu'un ouvrage sera également disponible, un ouvrage collectif effectivement, sera disponible sur l'espace du cocktail et vous pourrez également, si vous le souhaitez, vous le faire dédicacer. On a le temps de prendre quelques questions-réponses. En attendant peut-être que certaines se manifestent soit par l'application, je crois que c'est donc Slido, ou que des mains se lèvent. J'aurais une question, ou du moins plutôt un environnement de questions par rapport à ces notions d'éthique, ou par rapport à ces notions de prix. Par rapport au prix, on entend, je ne sais si c'est un serpent de mer, mais que le client est prêt à payer plus cher pour une meilleure expérience, pour avoir la marque de son choix. Je crois qu'il y a une étude qui a été récemment réalisée par l'Obsoco, notamment sur la notion du prix. Voilà, quel en serait-il, notamment peut-être par rapport à cette notion de justesse, et puis également par rapport à la notion d'éthique. En début d'année, si j'ose dire, ça n'a pas été la fête du slip pour tout le monde. On sait que voilà, il y a notamment une entreprise dans le textile, voilà, le slip français qui s'est retrouvé dans une situation un peu singulière. Voilà, quel est le regard que vous pouvez porter justement sur cette tendance des attentes des consommateurs et peut-être l'engagement de ces marques par rapport à ce type de situation? Alors, incontestablement, hein, on voit monter cette exigence d'éthique. En tout cas, dans le déclaratif. Mais c'est spectaculaire, comme dans notamment le lien qui est désormais fait entre la consommation et les enjeux environnementaux. Il a progressé de manière spectaculaire en un an. Je viens d'écrire une petite note de conjoncture sociétale que j'ai intitulée. J'aurais dû l'intituler 2019, le point de bascule, mais comme ça ne faisait pas très prospectif, je l'ai appelé 2020, l'année de bascule, quoi. Le point de bascule, quoi. Il s'est vraiment produit quelque chose sur les derniers mois et on sent qu'on est parti sur une trajectoire. Alors ceci dit, il ne faut pas être naïf non plus. Je parlais tout à l'heure du risque de fracture au sein de la société française par rapport à la consommation, et je crois que c'est plus que jamais d'actualité. C'est-à-dire qu'on a effectivement une avant-garde, c'est porter un jugement de valeur, appelons-la comme ça. On a une avant-garde qui est complètement conscient des enjeux environnementaux, qui est très critique à l'égard de l'hyperconsommation et qui attend effectivement des marques et des enseignes de l'éthique. C'est très clair. Et il n'est pas sûr d'ailleurs que les acteurs de l'économie traditionnelle soient capables de répondre à ça, parce qu'ils sont entachés du soupçon, si vous voulez. Je vous en donne un exemple. En 2017, nous avons réalisé la première vague de notre étude sur les éthiques dans l'alimentaire. Et c'était quelques mois après l'annonce par Bompard de Act for Food chez Carrefour, quoi. Et tous ses concurrents lui ont envoyé le pas. Tout le monde s'est dit, ça y est, maintenant, on vous a compris, on va être les champions de la transition alimentaire, etc. Et les fournisseurs industriels, d'eux-mêmes, hein, les Fleury Michon, etc. Enfin, tous ont dit, on vous a compris. On a posé une question, en gros, sur la crédibilité du côté des industriels comme du côté des distributeurs. Je vous fais bref. D'un côté comme de l'autre, en gros, on avait entre 12 et 15% des Français qui y croyaient. À peu près la moitié n'y croyait pas du tout, c'est du flan, ils racontent des bobards, et à peu près 25% qui disaient non, c'est pas des bobards, mais ils vont pas y arriver. D'accord ? Bon, on s'est dit, c'est peut-être parce que c'est le début, change pas de discours du jour au lendemain, on écrasait les prix jusque-là, après maintenant on est les champions de la vertu, c'est difficile de changer à ce point de discours en si peu de temps et d'être crédible. On a reposé la question, alors qu'effectivement, ils ont continué d'avancer dans cette direction, à la fois en termes de communication et d'action. On a exactement les mêmes chiffres. Ils n'ont pas bougé d'un poil. Ils sont même plutôt dégradés. On est, disons, dans la marge d'erreur statistique, pas sûr qu'il y ait une dégradation. En tout cas, ça n'a pas bougé d'un poil. C'est-à-dire qu'il y a encore qu'entre 10 et 15% des Français qui croient à la sincérité, à la réalité de cette démarche vers le mieux manger, le respect de l'environnement, des petits producteurs, etc. C'est dire qu'on part de loin, quoi. On part de très très loin, et je pense que si ça doit continuer comme ça, et d'ailleurs on commence à le voir, hein, c'est une opportunité pour renouveler un peu le tissu économique. C'est des nouveaux acteurs qui sont en train d'émerger, ou les anciens acteurs qui arrivent masqués, quoi, avec des nouvelles marques en quelque sorte, sans dire qu'ils sont derrière, quoi. Soit en créant avec un ex nihilo des marques, soit en les rachetant, quoi, hein. Mais il y a vraiment du souci à se faire pour les vieux acteurs historiques. Ceci dit,
Cette avant-garde dont je viens de parler, sur la dernière étude qu'on a fait sur l'alimentaire, on l'évalue à peu près à 17%. Vous voyez, selon les thèmes, on va être entre 15 et allez, 25% si on est sympa. Ils grossissent, parce qu'on est sorti du cercle des militants étroits. C'est plus large aujourd'hui. Mais il y a quand même ce qu'on appelle chez nous un ventre mou, qui est tout à fait considérable, qui est majoritaire encore, hein. Alors qui est bien conscient des enjeux environnementaux, etc., mais qui est d'abord soucieux de son intérêt de consommateur. J'irais même les premiers, hein, l'avant-garde, qui en creuse un peu. L'éthique, c'est quand même une éthique de soi, hein. Notamment sur l'alimentaire, c'est très clair. Cette frange d'avant-garde, ce sont les plus soucieux de leur propre santé au sein de la population française. C'est eux qui ont le plus le souci de leur santé. Et donc, à travers leur consommation, ils veulent avant tout l'innocuité dont je parlais tout à l'heure. Et ils font un lien, d'ailleurs sans doute argumentable, hein, entre les dégâts qu'on fait subir à la planète et les impacts que ça peut avoir sur soi, hein. Donc c'est quand même égocentré, même du côté de l'avant-garde qui a l'air d'être à fond dans l'éthique. C'est quand même une éthique qui revient assez rapidement sur son nombril. Quant aux autres, bah, ils sont quand même, bien sûr, ils sont soucieux aussi de manger bien, etc. C'est pour ça que ça les énerve. Manger bien, c'est plus cher, hein, et on n'a pas. Donc on me prive de la possibilité de manger bien, je trouve ça injuste. Donc bien sûr, ils sont dans cette mouvance, mais ça reste d'abord et avant tout des hyper-consommateurs, quoi. Et ce qui pose d'ailleurs le problème, et les Gilets jaunes l'ont exprimé, comment on fait tenir socialement une société d'hyper-consommation qui attise en permanence le désir de consommer, dans une société où la croissance économique est très très faible et le pouvoir d'achat ne progresse pas. Ça ne peut pas tenir. Ça peut pas tenir. Voilà. Donc on est confronté quand même à deux grandes difficultés, hein. Si on continue sur ce mode de développement actuel, on va dans le mur environnemental, donc quelque part il faut décroître, mais déjà avec une croissance molle, on crée des problèmes sociaux parce qu'on est dans des sociétés d'hyperconsommation. Donc si on ne fait pas un changement culturel, si on n'arrive pas à changer le logiciel qu'on a dans la tête, faire en sorte que la consommation recule comme objectif de vie, si on ne donne pas un sens à l'existence des gens en dehors de la consommation, ben on va dans le mur. On va dans le mur. Voilà. Merci Philippe. Une question ici. Pardon, deux questions. Oui, pour continuer sur ce sujet-là, on a vu récemment l'augmentation des prix des masques dans les pharmacies, les masques de protection. Donc est-ce que vous pensez que si on met Gilets jaunes, Extinction, Rébellion et pharmaciens dans la même salle, ça risque d'exploser? Et on a combien de temps pour sortir de la salle? Alors, je ne sais pas si c'est les pharmaciens qui sont responsables de l'augmentation des prix des masques, hein, il ne faut pas se tromper. Mais non, vous avez parfaitement raison. Donc on a fait une étude on a renouvelé une étude sur la perception que les Français ont des mécanismes de formation des prix et de la conception qu'ils ont de la justice des prix. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que quand on les interroge sur c'est quoi un prix juste, on se rend compte que là aussi il y a une coupure en deux quasiment de la population. Pour les uns, c'est un prix juste, c'est un prix qui assure un bon rapport qualité-prix, j'en veux pour mon argent, voilà. Et pour les autres, c'est un prix responsable, qui permet de préserver l'environnement, de payer tout le monde correctement, etc. Voilà. Même sur la conception d'un prix juste, on a une coupure dans la société française, quoi. Et ce qui est absolument intolérable, mais ça la littérature académique l'avait montré depuis très longtemps, c'est quand on assiste à des variations de prix qui sont liées à l'exploitation d'un pouvoir de marché. Donc typiquement, ce que vous venez de dire, l'augmentation du prix du masque, parce que, certes, il y a une pénurie, hein, mais quand même en plus dans un contexte sanitaire. C'est pas parce qu'il y a une flambée de la demande de sucettes et que l'offre ne suit pas, hein, il y a une dimension sanitaire. Alors là, c'est évidemment considéré comme profondément injuste et ça crée de la colère. Et la colère, vous savez, ça peut longtemps rester inexprimé, enfin vous êtes bien placé pour le savoir, hein. Et puis le jour où il y a une alternative, où il y a une capacité d'exprimer sa colère par un acte, et ben ça se fait, hein. Moi je me souviens, quand Free est arrivé sur le marché des télécoms, comment cette colère qui était rentrée, elle s'est exprimée brutalement, quoi. J'emmerde Orange et je vais chez Free, quoi. C'est pas parce que j'aime Free, c'est parce que je veux emmerder Orange, quoi. Voilà. Donc attention, la colère, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Et là, c'est la colère qu'on va monter. C'est pas juste le mécontentement, c'est la colère. Et vous avez vu comment ça devient dangereux, quoi. Quand on voit la tête du président accrochée à un pic dans les manifestations, ça commence à faire peur. J'avais une question à vous poser. Dans les entreprises que vous avez rencontrées pour faire votre étude, quelles sont celles qui sont le plus je dirais, ouvertes à faire évoluer leur modèle et celles qui l'ont déjà fait évoluer, soit sur la première partie, la deuxième partie ou la troisième partie? Est-ce qu'elles sont matures, elles sont prêtes à bouger? Écoutez, moi, ça fait des années que je travaille sur ces sujets-là. Ça fait des années que je dis le prochain modèle de consommation sera serviciel, etc. Le modèle dans lequel on est s'épuise.
reconnaître que ça met quand même beaucoup de temps à changer. Notamment, le secteur que je connais le mieux, c'est la grande distribution. Ça fait 20 ans que je dis ce truc, il faut le réformer. Et vous voyez, c'est quand on commence à mordre la poussière qu'on essaie de réagir. Mais souvent, quand on mord la poussière, c'est déjà trop tard. Prenez Auchan, c'est trop tard, il n'y a plus d'argent. Plus d'argent, s'adapter radicalement, pas superficiellement, radicalement. Ça prend du temps, ça demande des investissements. Et quand on est déjà en difficulté financière, le premier réflexe qu'ils ont chez Auchan, d'ailleurs, c'est de couper les robinets, quoi. Voilà. Donc c'est compliqué. Alors malgré tout, ça bouge un peu. Chez Boulanger, chez Decathlon, chez Ikea, même chez Carrefour. Carrefour, on ne les croit pas, mais ils font des choses quand même. Ils font des choses. Donc ça commence à bouger. Quand je vous dis 2019, le point de bascule, c'est surtout vrai du côté des consommateurs, mais il y a quand même eu des éléments significatifs d'évolution du côté des entreprises aussi. Mais on ne change pas de business model du jour au lendemain, quoi. Mais au minimum, accepter l'expérimentation. Et donc, je trouve formidable que chez Decathlon, on commence à expérimenter aussi des modèles qui s'éloignent considérablement. Parce que si tout le monde se met à louer des bicyclettes, c'est le modèle de base de Decathlon qui s'effondre. Le modèle, il repose sur les quantités de bicyclettes qu'on vend. Si on en vend moins parce qu'on se met à les louer, parce qu'elles durent plus longtemps, voilà, on a cassé le ressort habituel. Donc il faut en même temps s'assurer de la viabilité d'un modèle économique complètement différent et qui sape les bases du modèle sur lequel on est assis. Vous voyez la difficulté de la transition, quoi. C'est extrêmement difficile. C'est pour ça que je crois davantage que ça se fera avec des nouveaux acteurs, quoi. Des nouveaux acteurs, mais qui n'ont pas la puissance de conviction pour éduquer les consommateurs, quoi. Donc il nous faut une combinaison des deux. La conviction dure en même temps. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Philippe pour le temps partagé.